Hello, everyone. Bonjour à tous et à toutes. Une des meilleures parties de ce webinaire, c'est la musique avant. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la musique. Alors, on est épaté que les gens soient là. Donc, les gens commencent à rentrer dans le webinaire. Je voulais juste vous rappeler avant de commencer que si jamais vous voulez écouter en français, vous avez qu'à cliquer sur le bouton Interprétation qui se trouve en bas de votre écran. Et vous allez donc entendre l'interprétation en direct en français. Et j'ai quelqu'un qui va m'aider. Brittany va m'aider avec les diapositives aujourd'hui. Et je vais donc lui demander de changer les diapositives. Alors, prochaine diapositive. Je m'appelle Jennifer Wilson, la directrice exécutive de Cassie et Friends. Et je suis épaté de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la séance nouvellement diagnostiquée les 12 premiers mois. Alors, quand j'ai commencé à Cassie and Friends il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion, dès le début, de pouvoir écouter le fondateur, le papa de Cassie, qui a donné un discours pour faire la collecte de fonds pour la l'arthrite idiopathique juvénile. Et on lui a demandé, c'est comment? C'est- bon, c'est comment quand on a un enfant avec l'AIJ? Alors, il a dit que c'était terrifiant et même inspirant. Alors, 10 ans après, me voilà, et j'ai l'honneur de parler avec, de soutenir des milliers de familles de par le Canada et de toutes les équipes, d'aider toutes les équipes. Et donc, je pense à ces mots qu'il avait prononcés. Et donc, c'est vrai, c'est terrifiant parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser, mais il y a beaucoup dans l'inconnu. Il y a plein de gens. Peut-être vous, vous-même, vos membres, les membres de votre famille qui n'ont jamais entendu parler de l'AIJ, l'arthrite juvénile ou autre maladie rhumatique. Écoutez, et c'est décevant parce que ces maladies sont très imprévisibles. Il faut donc essayer, et il y aura certainement des pépins sur le chemin. Il y a beaucoup d'apprentissage. Et c'est inspirant. Je ne vais pas trop en parler de ce côté inspirant parce que j'imagine qu'à la fin de la journée d'aujourd'hui, cela sera clair pour vous. Et certainement, moi, je pensais à cela, qu'il n'y a pas eu même un jour sur ce chemin que je n'ai pas été inspiré par les familles, par les jeunes de la communauté. Alors, j'espère vraiment que vous allez ressentir cette même chose. Prochaine diapositive. Alors, rapidement, nos commanditaires, Nicola Wealth Management, AbbVie, Abgen et Sobi, ont été primordiales pour qu'on puisse fournir cette série éducative jusque ouais, depuis quelques années. Alors, ils nous ont donné des soutiens pour que nous puissions passer à, au virtuel pour ces séries virtuelles. Brittany, prochaine diapositive. Alors, par conséquent, ces séances ont pu devenir donc une bibliothèque avec plein d'informations. Alors, j'aimerais juste vous parler de qui se joint à nous aujourd'hui. Il y a des gens qui sont actifs dans le chat et c'est bien. Je vous encourage à mettre de l'information là-dessus, dans le chat, parce que c'est formidable dans ces webinaires de savoir qu'on n'est pas seul. Et vous voyez tous les petits points rouges là sur la carte. Et là, cela représente toutes les familles de par le pays et à l'international, les gens qui sont ici avec nous ce soir, qui sont là dans cette même place, ces gens qui ont été diagnostiqués et sont là pour apprendre. Alors, prenez l'occasion de vous présenter. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre ville qui est là ici aujourd'hui. Prochaine diapositive. Alors, j'ai parlé de cette bibliothèque virtuelle. Peu importe où vous êtes là sur votre chemin d'apprentissage, peu importe où se trouve sur ce chemin, Cassie and Friends a donc cette bibliothèque virtuelle qui se trouve en ligne. Et avant Cassie and Friends, il y avait beaucoup de recherches à faire sur Google. Mais comme vous voyez maintenant, que ce soit
bon, des médicaments qu'on vous présente ou que ce soit donc apprendre plus sur la nutrition, la transition, si vous avez une équipe, bon, des injections à la maison. Bon, nous avons tout un éventail de ressources et je vous encourage fortement à y aller vérifier. Prochaine diapositive. Alors ici, vous avez encore d'autres ressources de la classe sur notre site web. Et là, vous voyez cette longue liste. Il y a donc cette trousse d'informations là où vous avez des gabarits de lettres pour communiquer avec vos parents, des plans de symptômes et d'autres ressources qui comprend également une vidéo AIJ qui est amusante pour les plus jeunes. Prochaine diapositive. Nous avons également un réseau en ligne de parents. Ça se fait sur Facebook. C'est un groupe privé. Et maintenant, nous avons plus de 600 membres. Ce sont seulement des parents canadiens euh, qui ont passé une évaluation pour rentrer dans le groupe. Et ce groupe représente beaucoup d'informations. Votre première source d'information est toujours votre équipe rhumatologue. Mais si jamais vous avez des questions, des inquiétudes, voilà ici une communauté qui comprend. Et c'est un groupe très actif avec plein d'astuces. Il y a des gens qui aiment bien télécharger l'information, mais d'autres préfèrent utiliser l'icône de recherche pour trouver des ressources. Alors, je vous encourage à trouver cela sur notre site web. Prochaine diapositive. Alors, nous avons des événements qui s'en viennent. Aujourd'hui, mars, c'est donc le mois de l'arthrite idiopathique juvénile et nous faisons beaucoup de travail en ligne. Nous avons notre bulletin et nous voulons donc sensibiliser les gens, partager l'information des autres. Vous allez également entendre deux histoires formidables aujourd'hui. Je vous encourage à participer et de partager dans votre propre façon, que ce soit sur les médias sociaux ou même vous pouvez tout simplement parler avec quelqu'un d'autre, de sensibiliser un prof ou quelqu'un d'autre. Alors, cela fait partie de notre lutte et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir plus de ressources. Leader Futur, c'est un groupe pour des équipes et c'est un programme où les jeunes vont pouvoir se présenter une idée et de soutenir la communauté. Et ces gens peuvent rencontrer d'autres jeunes avec des maladies rhumatiques, mais c'est un réseau là où on peut recevoir des compétences, des questions de gestion et des honoraires aussi. Alors, je vous encourage à y participer. Team Cassie et Friends. Là, il s'agit de notre mouvement national. Nous avons 11 groupes au Canada. C'est une place formidable pour pouvoir rencontrer d'autres familles. Et c'est pour que toute la communauté puisse se concentrer sur l'importance de la capacité, l'activité physique comme une façon de gérer l'arthrite rhumatoïde. Alors, ce sont des événements inspirants. Nous venons de terminer un événement à Hamilton, en Ontario. Et en mai, on aura donc deux autres événements à Calgary, à Halifax et à Ottawa. Alors, je vous encourage à vous rendre sur notre site web. Nous avons des courses, il y a des gens qui marchent, on a des gens dans des poussettes et en tout cas. Prochaine séance virtuelle porte sur la transition. Il y a des gens qui croient que la transition commence à 16 ans, 17 ans, mais écoutez, la transition, c'est tout un processus et les enfants, même à l'âge de 12 ans, 13 ans, peuvent commencer à penser comment on peut devenir des participants actifs dans les soins pour se préparer à cette transition vers l'âge adulte. Prochaine diapositive. Alors, au cours de la séance, vous allez peut-être avoir des questions et je sais qu'il y a des informations dans le chat pour vous expliquer comment poser des questions. Vous allez voir une boîte de chat ou de clavardage et un bouton de questions-réponses. Vous pouvez donc écrire vos questions là. On aura donc une séance de questions-réponses après. Et si jamais, vous pouvez toujours nous envoyer des courriels après la séance et on fera de notre mieux pour répondre à vos questions qui n'ont pas été répondues au cours de la séance.
Alors sur ce, nous allons commencer. Je suis épaté que nous avons trois conférencières formidables ici qui sont là avec nous. On va parler des 12 premiers mois et ensuite nous allons avoir la docteure Nadia Luka. C'est la conférencière spécialiste d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous présente Abby. Abby, c'est une parent conférencière et au cours de 12 derniers mois, Abby et sa fille Rosalie ont vécu des changements majeurs. En 2020-2022, à l'âge de 6 ans, Rosalie a reçu un diagnostic d'arthrite juvénile. Ensemble, ils ont dû traverser donc un territoire inconnu, mais on trouvait beaucoup d'importance dans cette expérience et elles ont pu participer à un de nos courses et elles nous ont aidés à faire des activités à l'hôpital à Winnipeg, au Manitoba. Abby a partagé son récit sur notre blog et elle a aussi aidé à organiser des astuces pour des familles qui ont reçu des diagnostics et nous allons inclure l'information dans notre courriel plus tard. Abby, comme vous voyez, a une belle famille et on se concentre beaucoup sur l'enfant qui est touché par la maladie d'arthrite rhumatoïde. Mais en fait, c'est une maladie qui affecte tous les membres de la famille. Alors, je voulais reconnaître les sœurs de Rosalie. Elle a une sœur de 8 ans, 11 ans et 20 ans et une autre de 1 an et demi. Alors, sur ce, je cède la parole maintenant à Abby. Hi there. Bonjour. Thank you, Jennifer. Merci beaucoup, Jennifer. My name is Comme Abby. on vient d'entendre, je m'appelle Abby. Voilà, Rosalie. Was diagnosed Rosalie a été with multiple diagnostiquée articular idiopathic arthritis avec l'arthrite idiopathique juvénile à l'âge de 6 ans. for a few months, and I'll kind of get into that. So when we had started noticing Alors, quand on a one of vu Rosalie's wrists en was really 2021, swelled. She was les getting really poignets de painful. Rosalie On the labs, we had bon, elle avait tried des douleurs, hein, growing pains, et nous, on croyait que c'était tout and simplement normal. in Tumble Kids, Rosalie likes Et to on play sait with her que, bon, toys, so we thought, Rosalie, elle aime jouer she's bumping into things, et on s'est she's dit, bon, running around the elle house, frappe so d'autres objets, elle se déplace, et c'est probablement quelque chose de normal. prior to being diagnosed with it, Avant qu'elle ait we été had an diagnostiquée, mon mari et thought moi, that nous n'avions jamais entendu arthritis, parler de rheumatoid l'arthrite arthritis and idiopathique autoimmune juvénile should et nous be ne savions pas que diagnosed c'était une chose on à their laquelle on own. devrait penser. So when the pediatrician Alors, suggested that quand we go to a le rheumatologist, pédiatre nous a dit oh, il faudrait aller we voir asked, what's a rheumatologist? un rhumatologue, on s'est dit, ben, They c'est told quoi us un that they were rhumatologue? On ne savait pas qui on allait voir. On avait fait des rayons have an X, ultrasound euh, and on a said fait that aussi we had d'autres been tests et puis diagnosed ensuite, with a rheumatic on nous a expliqué, arthritis. c'est bon, écoutez, c'est pour des maladies rhumatoïdes, surtout pour des enfants. We needed to have a second Eh bien, opinion qu'on devait avoir une on deuxième what was going opinion on with sur her ce qui se kind of passait arthritis. chez So Rosalie. the rheumatology Alors, came on a in. We vu were able l'équipe to des get a rhumatologues, puis diagnosis on a pu of recevoir un her arthritis diagnostic de primarily in arthrite the juvénile inferior part dans of les her deux mains, wrist and her dans les knees and her poignets feet. et aussi dans ses We genoux needed et to ses start pieds. some medications Et for donc, on her. devait commencer des médicaments et on a When donc it was commencé going to be a quick appointment sur since we hadn't ce done chemin any avec bon, un rendez-vous x-rays, avec plusieurs rayons X, any des injections, medication des médicaments. review, and to say that Et at tout cela pour first, dire Lord, que moi, what j'étais is the ébloui. explanation? Et en fait, ça c'est pour Never dire heard la of même this chose parce que before. je n'avais jamais entendu parler de tout Felt cela terrible and et weighted je me with sentais from terrible parce having que je me just sentais her coupable pain d'avoir so donc long. ignoré sa douleur depuis And longtemps I didn't quite know what to do with et je ne savais pas quoi myself. I was faire trying to avec remember all the moi-même. Alors, medications that j'essayais had been given, de me x-rays, rappeler her toute cette feet, information. Je voulais transmettre l'information à mon mari qui n'était pas là au um, rendez-vous. using a lot of terms that I had Et il y really avait plein de never termes heard qu'on before. avait utilisés que je n'avais jamais entendus. It did take us a few Alors, weeks to ça nous really a get pris to quelques semaines pour vraiment understand comprendre what that cette might possibly expérience mean, would be et de se demander et de comprendre ce que cela allait faire. arthritis, where to Alors, even start to on ne savait talk pas même to her teachers, comment her faire, doctors, comment parler her avec les parents about what professeurs, was les going on, grands-parents. and all this in the midst of
Et tout cela a eu lieu en plein milieu de la pandémie. Et elle aura donc une immunité compromise. Alors, j'ai dit, bon, on a commencé à parler avec les professeurs et les membres de la famille. Et c'est pas comme si elle était là en pleurant avec plein de douleur. Elle a dit, bon, par exemple, j'ai mal à l'épaule, mais j'ai mal à, à la main ou à d'autres parties. Et puis on s'est tous dit, bon, c'est rien. Et donc on se sentait coupable. Et je ne savais pas comment surmonter ce sentiment. Et finalement, je me suis dit, écoutez, cette culpabilité, c'est inutile. Alors, on va passer à autre chose. Alors, on a contacté Cassie and Friends grâce à une recommandation de l'équipe des rhumatologues. Et j'ai envoyé ces lettres que j'ai trouvées dans la trousse d'informations. J'ai changé un petit peu. Je les ai envoyées ensuite au professeur. Comme ça, il y avait un point de départ. Je me rappelle, j'avais écrit la lettre et je me suis dit, ah, finalement, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a commencé ce travail pour moi. Moi, je ne dois pas commencer dès le début. Et nous avons visionné les vidéos dans la classe parce qu'on voulait voir comment expliquer tout cela aux amis. Pourquoi elle ne courait pas un jour et pourquoi pas dans la classe, elle n'était pas là sur le mur pour grimper le mur. Et il fallait expliquer pourquoi il y avait des jours qui étaient pires que d'autres. Alors, c'était bien qu'on avait ces ressources et c'était une chose que j'avais facilement sur mon téléphone. Et je pouvais donc revenir à lire un petit peu plus tous les jours. Et avec le temps, on a trouvé notre rythme. Et comme Jennifer a dit, bon, il y a eu des pépins certainement. On a dû changer les médicaments parce que elle ne répondait pas au traitement initial. Et il faut toujours digérer plus d'informations, comprendre tout cela, gérer les avantages, les inconvénients. Et c'est ce qu'on a dû faire. On a dû donc l'aider à rentrer dans cet état de contrôle, cet état vers lequel on essaye d'arriver. On voulait donc trouver comment on pouvait surmonter les injections, parce qu'au début, les injections n'étaient pas idéales pour elle. Elle criait. Et maintenant, on a des choses comme R-Buzzy et c'est notre ami qui nous aide à nous distraire. Bon, c'est un machin qui vibre et elle le met là où se trouve l'injection à peu près 10 minutes avant l'injection et ça rend les choses un petit peu plus faisables, n'est-ce pas? Combinaison avec une crème, n'est-ce pas? Et ça l'aide à surmonter la situation. Alors, on a des jours aussi où donc elle a la main tout enflée. Elle ne pouvait même pas ouvrir ses conteneurs pour son lunch. Alors, on a trouvé des boîtes avec ce levier qui est facile à ouvrir. Comme ça, elle pouvait facilement rentrer, ouvrir la boîte pour manger son lunch. Donc, elle était déjà très indépendante. Alors, on ne voulait pas qu'elle devait donc nécessiter plus d'aide parce que c'est très frustrant pour elle. Et ensuite, on voulait avoir plus de soutien des parents parce que en tant que parent, on essaye toujours de soutenir à l'enfant. Et nous, on devait avoir quelqu'un vers qui se tourner pour voir ce qu'on faisait pour ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on fait avec ces médicaments? Y a-t-il des effets secondaires? Alors, on voulait avoir de l'aide. euh, et c'est pour ça que le groupe Facebook a été très important. J'y vais souvent, moi, pour voir ce que les autres vivent. Et j'y vais aussi pour voir si nous, on peut aider, si on peut aider les autres. Écoutez, ça a été un parcours très court comparé aux autres, mais c'est toujours utile pour quelqu'un d'autre qui passe par ces mêmes expériences. Comme Jennifer a dit, on a d'autres enfants et on essaye d'équilibrer les choses, d'équilibrer les besoins d'un enfant qui a besoin de plus d'attention avec leurs besoins. Alors, on peut contacter le groupe pour nous aider avec ça.
Comment faire quand il y a un enfant qui veut faire ça, veut aller faire du patinage, et l'autre veut faire autre chose en même temps? Alors, le parcours, bon, c'est pas un parcours facile, mais c'est quelque chose là où vous allez faire et vous allez avoir plein de gens qui sont là pour vous soutenir. Il faut comprendre que c'est difficile. Il y a des jours où ça semble être injuste, c'est frustrant. Et il y a d'autres jours où on fait beaucoup de injections de prise de sanguine et on en va chercher un milkshake et on va aller chercher quelque chose, de la glace à 9 heures le matin pour pouvoir tolérer les tests médicaux. Alors, c'est tout un parcours où vous allez continuellement apprendre. Il y a tellement d'autres qui ont jeté les bases et vous pouvez tout simplement emboîter le pas. Et vous pouvez donc euh, faire les choses petit à petit. Et soyez patient avec vous-même. Surtout dans notre situation, on ne savait pas ce à quoi on regardait. Et on sait maintenant et on sait comment prendre les meilleures décisions pour votre enfant. Amazing. Well, thank you so much for sharing your experience, and I'm so glad Rosalie could join you today. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Ah, le lait frappé, c'est vraiment bon, mais vous pouvez les trouver juste à la journée de la Saint-Patrick. C'est quoi ta saveur préférée? Et je ne savais pas qu'il y avait toutes sortes de saveurs. Oh oh! Je ne savais pas qu'il y avait des saveurs différentes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Et peut-être qu'Abby et Rosalie, on va vous retrouver pendant la période des questions. Merci d'avoir partagé votre expérience. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Dr. Luca. Elle est rhumatologue pédiatrique à l'hôpital des enfants de l'Ontario de l'Est. Et avant, elle était à l'hôpital de l'Alberta. La Dr. Luca est très utile pour la collectivité de Casey and Friends. Et elle en connaît tellement au sujet de la rhumatologie pédiatrique et elle a des fans chez les enfants et chez les parents qui s'occupent d'enfants atteints d'agir. Elle est membre aussi de notre comité consultatif et elle participe beaucoup aux communications qui ont figuré sur notre site Web, surtout pour tout ce qui touche la COVID aussi. Et nous sommes très, très contents d'avoir un partenariat avec la docteure Lucas qui fait la défense des intérêts des enfants. Et c'est une mentor absolument extraordinaire. Elle est passionnée par le sujet et également, elle est au comité exécutif de l'Association de rhumatologie du Canada. Et c'est une amie également. Donc, à vous la parole, la docteure Nadia Luca. Hello. Sorry, I had to figure out how Bonjour to tout le monde. appropriately. Thank you so much, Jennifer, for Merci that really beaucoup, Jennifer, introduction, and it's really my pleasure to pour be cette here introduction with tellement all of you, sympathique. to talk Je about suis the ravie d'être avec perspective vous ce soir et de vous dire un petit after peu 12 ce que diagnosis vous attend of après les 12 premiers vasculitis. mois suivant un So I diagnostic will go ahead and get d'arthrite started. juvénile idiomatique. Je vais commencer Okay. tout de suite. So I don't have any disclosures that are relevant to this talk. Je n'ai pas de divulgation à So there are a faire. number of rheumatic diseases that can Il onset in existe childhood. un Some certain of the nombre de more common maladies diseases rhumatismales de l'enfance. arthritis. La plus And courante, c'est l'arthrite juvénile that idiopathique. is probably what most of the people in the
Et sans doute, la plupart d'entre vous ce soir connaissent bien ce qu'il en est de l'AGI. Mais il existe d'autres maladies, le lupus érythémateux systémique, la dermatomyosite juvénile, la sclérodermie, la vasculite, aussi des maladies auto-inflammatoires, par exemple la fièvre récurrente, aussi l'AGI systémique, etc. Et ce qu'ont les maladies en commun sont les aspects suivants. La première caractéristique, c'est un système immunitaire hyperactif. Donc, ce système est hyperactif, entraîne l'inflammation de divers systèmes et appareils de l'organisme, c'est-à-dire les articulations, les muscles, la peau, les yeux, les organes internes. Également, un autre élément commun, c'est qu'à ce stade-ci, il n'y a pas vraiment de remède à ces maladies. On parle de maladies chroniques ou des maladies évolutives, des maladies qui ne disparaissent pas vraiment, mais on aime aussi qu'il y ait une certaine rémission au cours de la maladie. How can we be sure? Comment Yes, okay. on peut s'assurer qu'il y a des diagnostics qui existent. Il y a des diagnostics d'exclusion ou idiopathiques. Autrement dit, il faut s'assurer qu'on doit éliminer toutes les autres causes qui sont à la base des symptômes qu'on voit chez l'enfant. Alors, par exemple, des anomalies structurales qui sont dues à des traumatismes ou encore des infections, parce que diverses infections peuvent donner lieu à des caractéristiques inflammatoires ou arthritiques ou d'autres maladies inflammatoires qui peuvent aussi causer le même genre de symptômes, par exemple maladie cœliaque, de la thyroïde, et également l'œdème inflammatoire articulaire ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et il y a donc un chevauchement entre les symptômes pour l'ensemble des maladies rhumatismales. Alors, voici un petit cadre pour vous dire ce à quoi il faut s'attendre pendant les 12 premiers mois. Alors, première étape, c'est la confirmation du diagnostic. Et d'après mon expérience, je peux dire que les familles ont souvent consulté plusieurs médecins avant de se retrouver en rhumatologie. Et on doit passer pas mal de temps pour être sûr du diagnostic. Bien souvent, on veut avoir des antécédents détaillés, un examen physique, et on en apprend beaucoup grâce à cette information-là. Et cela nous permet d'établir le diagnostic. Mais bien souvent, on a besoin de faire des tests sanguins pour éviter d'autres maladies et aussi de voir ce qu'il en est des symptômes. Aussi, on peut avoir affaire à de l'imagerie médicale, par exemple des radiographies, les ultrasons, pour voir ce qu'il en est des anomalies chroniques. Et dans le cas de lupus, par exemple, on peut aussi faire des biopsies, c'est-à-dire avoir des petits échantillons de tissu pour voir un petit peu ce qu'il en est de la maladie. J'aimerais juste vous donner une petite définition de l'arthrite. Voici quelque chose qui est assez courant. Il s'agit souvent d'un œdème articulaire
et qui se manifeste par un gonflement articulaire ou encore de la présence de liquide dans l'articulation ou encore il y a une limite dans l'amplitude des mouvements. Et souvent, il y a une douleur ou une sensibilité à la pression. Aussi, il y a des douleurs liées au stress. Et dans le cas de l'arthrite juvénile idiomatique, l'arthrite doit être présente pendant 6 semaines ou plus, par exemple, pour bien la distinguer d'autres maladies. Donc, à l'examen, on a quand même une bonne idée de s'il s'agit de l'arthrite ou non. Ça nous donne une indication. Également, ce que j'aimerais souligner lorsqu'on parle d'AGI, c'est un terme assez large, mais il y a différentes catégories d'AGI. Il y a des sous-types qui existent. Tout cela est assez détaillé, je ne vais pas en parler en détail, mais je peux dire que l'arthrite juvénile idiomatique systémique est assez différente des autres formes sur le plan biologique. Ça, c'est parce que le système immunitaire est assez actif, mais d'une façon un peu différente. Et également, autre point que j'aimerais soulever, c'est le lien entre l'inflammation articulaire et l'inflammation oculaire. Alors, l'uvéite, par exemple, touche l'avant de l'œil et dans la majorité des patients qui ont de la GI, et votre rhumatologue vous en a peut-être déjà parlé, c'est qu'il y a donc l'œil qui peut être affecté. Il faut faire donc des examens oculaires pour voir ce qu'il en est. Alors, la recherche a montré que les patients qui ont un risque élevé d'avoir de l'uvéite, cela dépend de certaines formes de l'AGI. Alors, par exemple, s'il y a un diagnostic qui a été fait il y a moins de 4 ans, eh bien, cela se produit surtout au début du diagnostic et si le test ANA est positif, c'est un test d'auto-anticorps antinucléaires positif, à ce moment-là, il y a donc une possibilité d'uvéite. Il y a des facteurs de risque donc pour l'uvéite. Et donc, si la durée de l'AGI est moins de 4 ans et si le test d'ANA est positif. Et évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider l'enfant grâce à une approche multidisciplinaire. Donc, évidemment, en fonction des besoins de l'enfant, l'équipe peut varier, mais c'est très important d'avoir divers prestataires de soins. Nous sommes là pour vous, pour traiter de vos besoins et nous essayons de vous aider dans la mesure du possible. Alors, cette équipe peut vous aider avec certaines choses. Si vous avez besoin de documentation, par exemple, si vous avez besoin d'en savoir plus sur la couverture des médicaments, si vous voulez en savoir plus sur l'éducation physique, les sports, votre équipe peut vous aider et vous donner les réponses. Et donc, si vous avez l'appui d'un organisme comme Cassie and Friends, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a des choses qui se passent au quotidien et les familles peuvent s'entraider. Donc, tout cela, c'est merveilleux. Et il faut que vous sachiez que Casey Friends est là pour vous aider. Et nous répondons à vos questions. Alors, voici ce que fait l'équipe. Alors, par exemple, c'est important d'avoir des examens des yeux, non seulement pour l'AGI, mais aussi pour d'autres
maladie. Également, ce qui est important, c'est de vous donner des conseils au sujet des vaccins, du dépistage avant le traitement. Alors, par exemple, des tests de tuberculose, d'autres tests antiviraux, etc. Également, on vous donne de l'information sur certains marqueurs aussi, sur les médicaments et la santé osseuse. Alors, l'activité physique. Alors, on incite les jeunes à faire de l'activité physique en fonction de leur tolérance. Il y a très peu de cas on a des limites pour l'activité physique. Alors peut-être s'il y a de l'arthrite sévère dans la hanche ou dans le genou, évidemment, à ce moment-là, il y a des limites au sport. Et pour ce qui est du régime alimentaire, bon, vous avez vu peut-être que sur le site web, on a des recommandations pour ce qui est du régime alimentaire. Mais en tout cas, il y a une indication que le régime méditerranéen est le meilleur de tous, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de sucre. Les protéines, c'est surtout le chercher dans le poisson, de manger beaucoup de légumes. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait sur le régime alimentaire, alors restez à l'écoute. Maintenant, il y a des questions au sujet du voyage parce qu'on peut reprendre les voyages aussi. Alors, on va vous appuyer dans cette démarche-là et il faut s'assurer que l'enfant soit dans un état stable et se porte bien. Et à ce moment-là, on peut vous donner de l'information au sujet des médicaments et le reste. La prochaine étape maintenant, c'est le traitement. C'est de commencer le traitement et que tout commence. Alors, en rhumatologie, on suit les directives qui existent, les dernières directives, par exemple, the American College of Rheumatology ou CARA, l'alliance qui s'occupe de recherche en domaine de l'arthrite. Évidemment, le traitement dépend du sous-type, du nombre, du type d'articulation atteinte, etc. Et on tient compte donc des particularités de chaque maladie. Maintenant, les premières étapes, bien souvent, on propose des anti-inflammatoires non stéroïdiens, le naproxène, le Celebrex, surtout dans le cas de raideur. Peut-être aussi, on pourrait vous offrir d'avoir des injections articulaires de corticostéroïdes, surtout dans le cas d'articulations qui sont grandes. Et on peut dire que ce traitement peut être assez efficace. Et dans certains cas aussi, il y a des corticostéroïdes par voie orale ou intraveineuse. Dans les situations, par exemple, où l'arthrite est très sévère et crée donc de grandes limites. Également, pour le cas de lupus, par exemple, ça peut être aussi un traitement d'attaque. Également, on a toujours un plan pour avoir des anti-rhumatismaux modificateurs de la maladie pour mieux prendre en charge la maladie et permettre aux patients de ne pas prendre certains médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires. Pourquoi on commence là tout de suite? Parce que ça peut prendre du temps avant que c'est fait, par exemple quelques mois. Donc, on veut que le médicament puisse agir et à long terme, à ce moment-là, on pourra en prendre moins. Alors, il y a deux catégories
Pour ce qui est des traitements d'attaque additionnels, alors il y a dans le cas par exemple, le méthotrexate pour la dermatomyosite juvénile et aussi l'immunoglobuline intraveineuse. Et il y a d'autres médicaments qui peuvent s'ajouter. Maintenant, donc, il y a aussi, donc, on a parlé du méthotrexate pour la GI et autres, et il y a pour la vasculite, la rituximab ou tocilizumab. Et également, il pourrait y avoir donc des médicaments biologiques qui peuvent être utilisés. Alors, bien souvent, c'est pour le dos. Dans le cas d'arthrite aussi systémique, on a des anti-TNF et nous avons des médicaments biologiques qui sont introduits assez rapidement, surtout pour les anti-IL-1 et anti-IL-6. C'est très bon aussi pour la vasculite et l'anti-CD20, le médicament biologique, c'est très utile aussi dans le cas de vasculite. Alors, donc, on a commencé ce traitement d'attaque et ensuite, il faut déterminer si ça fonctionne ou si elle va apporter des changements. Donc, cette réévaluation peut varier. Cela dépend de la maladie aussi et il faut voir aussi quelle est la tolérance aux médicaments. Alors, il faut voir aussi quelle est la réaction. Il y a une bonne réaction, très peu de réaction, etc. Et aussi, il faut voir qu'il n'y a pas de nouvelles caractéristiques qui indiquent une autre maladie. Alors, pour la GIA, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir s'il y a des articulations atteintes, les articulations en mouvement limité. On va voir quelle est la capacité physique fonctionnelle, des marqueurs de l'inflammation. Est-ce qu'on appelle aussi les résultats de l'évaluation globale? Ça vient du point de vue du patient et du médecin, et aussi l'évaluation de la tolérance aux médicaments. Et cela est pris en compte lorsqu'on prend la décision au sujet du traitement. Alors, pour ce qui est du changement au traitement, par exemple, on peut apporter de petites modifications. On peut changer la voie d'administration, que ce soit orale ou l'injection hypodermique. Ça peut être un changement de dose. Ça peut changer aussi la fréquence du médicament, changer la RMM ou médicament biologique, et on peut ajouter aussi une injection intra-articulaire de corticostéroïdes, ou on peut ajouter l'ARMM ou un agent biologique. Alors, il y a diverses catégories de médicaments. Alors, ce qu'il y a de commun, c'est que ça vient d'un tissu vivant, et ce qu'on utilise surtout, l'AGI, c'est l'anti-TNF et aussi l'inhibiteur de la CTLA4. Il y a l'anti-IL1, l'IL6 et l'anti-CD20. Donc, on va voir aussi quelles sont les préférences du patient. Et comme je l'ai dit toujours, je l'ai déjà dit en fait, par exemple, l'anti-IL1, c'est surtout bon pour l'arthrite juvénile idiomatique systémique. Et puis, il y a l'anti-IL6 et les inhibiteurs de STLA4 sont utilisés pour l'AGI et également le lupus, la vasculite. On utilise ça aussi pour ce qui est de l'anti-CD20. Alors, tous ces médicaments sont là, mais on en discute avec vous. Donc, maintenant, il y a des protéines de l'inflammation qui sont visées ici, et c'est fondé sur les données scientifiques qui ont montré quelles étaient les protéines en cause. Et
Une fois que le traitement est efficace, il faut toujours continuer avec l'évaluation. Alors, quelle est cette évaluation? Alors, ce que nous voulons faire, c'est de voir le nombre d'articulations atteintes. Il existe divers systèmes, il existe divers symptômes. Alors, on tient compte de divers éléments et on réunit tout ça et on essaie de donner une note ou un score, si on veut, et on va voir quelle est l'amélioration qui a été apportée. Et on veut voir quelle est l'activité de la maladie. Alors, si l'activité est minimale ou s'il y a une rémission, alors dans le cas de rémission, c'est qu'il n'y a aucun signe de maladie active. Alors, dans le cas de la GI, alors ce qu'on utilise, c'est JADAS, c'est-à-dire une évaluation de l'activité de l'arthrite juvénile. Autrement dit, on tient compte du nombre d'articulations atteintes et on tient compte de l'évaluation du médecin de 0 à 10 et l'évaluation globale du parent du patient. Donc, de 0 à 1, c'est inactif. La maladie est inactive. Alors, il y a une définition qui existe pour la maladie cliniquement inactive. Alors, c'est une définition qui est assez restreinte, mais cela montre qu'il n'y a pas de maladie active, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune articulation atteinte d'arthrite, de la raideur matinale dure moins de 15 minutes, les marqueurs de l'inflammation sont normaux, c'est-à-dire le VS et le CRP, et l'évaluation globale du médecin est de 0, il n'y a pas de caractéristiques systémiques et il n'y a pas d'uvéite active. Et également, on tient compte de l'évaluation du patient, c'est-à-dire la capacité physique fonctionnelle, la qualité de la vie, les effets secondaires des médicaments et l'intensité de la douleur. Et, au Canada, on s'est rendu compte que les effets secondaires étaient après l'intensité de douleur et que ça avait un effet sur la qualité de vie. Donc, on a travaillé beaucoup avec les familles pour atténuer les effets secondaires dans la mesure du possible. Que nous montrent les données? Alors, j'ai des données du registre CARA qui couvre le Canada et les États-Unis. Alors, au bout d'un an, c'est qu'on voit que le score de la douleur moyen est à 0 et que 45% des patients donc ont une maladie cliniquement inactive et 48% ont un JADAS de 1 ou encore moins. Et maintenant, alors le registre canadien montre qu'à 6 mois, 51% des patients avaient un score de la douleur de moins de 1, 24% avaient une qualité de vie de plus de 9 et au bout d'un an, la maladie était cliniquement inactive chez 81% des patients et 48% des patients avaient connu au moins un événement indésirable. Alors, je voulais juste vous montrer qu'il y a beaucoup à faire au cours des 12 premiers mois. On va travailler de très près avec vous au cours de ces 12 premiers mois, mais le parcours se poursuit. Je pourrai répondre à vos questions. Et maintenant, je vais m'arrêter ici et céder la parole à Jennifer. Merci beaucoup, Dr. Lucas. Ça a été vraiment extraordinaire et ça nous a donné un bon aperçu parce que vous avez couvert ce qui nous fait un peu peur, mais ces données-là sont utiles. Et je peux simplement vous dire que les rhumatologues au Canada sont vraiment là pour aider les enfants et également
Les rhumatologues s'assurent que toute la famille se porte bien. Alors, sur ce, on va avoir notre dernière conférencière et ensuite on aura une période de questions. Alors, notre prochaine conférencière, c'est Sophie. Sophie Finn est une étudiante de 12e année. Elle a eu son diagnostic de dermatomyosite juvénile en 2017. Et puis, Sophie s'est joint Cassie Friends depuis 2016 et maintenant, elle est ambassadrice de Casey and Friends pour 2022 aussi. Elle a commencé dans ce programme-là. Et aussi, c'est un leader dans sa communauté. Elle s'occupe des relations. Elle s'occupe de 2 comités de leadership. Elle est entraîneuse de soccer. Et évidemment, son souci premier, c'était de retourner au soccer parce qu'elle y avait beaucoup travaillé avant. Alors, elle étudie les sciences politiques. Elle veut non seulement continuer à apprendre, mais aussi servir la collectivité. Alors, je suis très contente que Sophie soit parmi nous ce soir. Sophie, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sophie Finn. Merci beaucoup pour cette introduction. Jennifer, je suis très contente de partager mon histoire avec vous. J'ai 18 ans. J'habite près de Vancouver et j'ai terminé l'école secondaire. Alors, comme Jennifer l'a dit, je suis obsédée par le soccer. J'adore le sport. Et en fait, je suis une adolescente ordinaire. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire de diagnostic. Alors, j'ai reçu le diagnostic quand j'avais 13 ans en 2017. Alors, ça faisait 10 ans que je jouais au soccer et je me suis rendu compte que je commençais à avoir des douleurs inexpliquées au bas du dos et la situation s'est détériorée aussi. J'avais de plus en plus mal au fil des semaines. Alors, mes parents étaient aussi embêtés que moi. J'ai vu toutes sortes de spécialistes, des chiropraticiens, naturopathes, et des kinésiologues, et tout le monde nous disait quelque chose de différent. Alors, ça faisait 4 semaines que je voyais toutes sortes de spécialistes. Je n'avais pas de réponse. J'essayais de changer mon régime alimentaire. On m'a donné le diagnostic de grippe, par exemple, et je ne faisais qu'empirer, en fait. Ma situation se détériorait. Et puis, en fait, j'arrivais plus à bouger à un moment donné. Alors, mes parents ont téléphoné à l'hôpital des enfants de la Colombie-Britannique et elle est tombée sur un médecin qui l'a mise en contact avec une rhumatologue, le docteur Tucker. Et ça a été une expérience vraiment éprouvante. Je ne savais pas trop ce qui se passait, mes parents non plus. On a fait toutes sortes de tests. J'ai passé en fait un mois à l'hôpital et il y a eu beaucoup de stress pour moi, pour la famille. Je ne jouais plus de soccer et puis moi, le soccer, c'était ma passion et c'était très difficile pour moi. Mais quand même, je sais que le docteur Tucker a fait une biopsie musculaire et puis l'échantillon a été envoyé au Toronto Sick Kids. Ça faisait 4 semaines que j'étais à l'hôpital et il y a eu une confirmation des soupçons, c'est-à-dire que j'avais la dermatomyosite juvénile. Vous connaissez peut-être pas ce qu'il en est, mais c'est une dermatomyosite juvénile et, et maintenant, j'ai eu ce diagnostic et puis j'étais
prête à revenir à une vie normale. Évidemment, je jouais plus au sport et rien de tout ça, mais je voulais revenir à une vie normale. Je voulais devenir une adolescente ordinaire de nouveau. Alors, on m'a prescrit 60 milligrammes de prednisone par jour et des injections hebdomadaires de méthotrexate. Et je ne le savais pas à l'époque, mais ça a tout changé pour moi. Le médicament, c'était très difficile pour moi parce que même si j'avais moins d'effets secondaires pour ce qui est de la dermatomyosite juvénile, mais les médicaments avaient a eu de mauvais effets pour moi. J'avais de la difficulté à dormir et la prise prolongée de fortes doses de prednisone m'a changé physiquement, émotionnellement, mentalement. C'était très difficile d'avoir des médicaments aussi forts, mais je suis passée au travers grâce à l'appui de mes parents aussi et je suis revenue à une rémission et à rémission 1 an et demi plus tard, j'étais en rémission. J'ai pu revenir aussi au soccer. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, j'en suis sortie en fauteuil roulant et je voyais mon équipe qui jouait au soccer et moi, j'étais en fauteuil roulant. Mais j'ai pu être en rémission après un certain temps et je peux dire que ça a été difficile de reprendre ma vie d'antan, de retrouver mes amis à l'école et d'avoir une vie normale. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'espoir, lui, au bout du tunnel, il faut prendre un jour à la fois. Et je peux simplement vous dire que les choses s'améliorent grâce aux médicaments. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce aux médicaments. Donc, c'est merveilleux de voir tout le chemin que j'ai parcouru. Ça fait quelques années maintenant que j'en suis sortie. Je suis jeune ambassadrice de la société Cassie and Friends. Je sais que beaucoup ne connaissent pas beaucoup la dermatomyosite juvénile, c'est assez rare, mais je veux simplement sensibiliser tout le monde au fait qu'il ne faut pas passer au travers de ce que j'ai eu, moi, c'est-à-dire d'avoir tous ces mauvais diagnostics. Non, Casey et Friends est là et peut vous mettre sur la bonne voie. Alors, je suis tellement reconnaissante à l'égard de Casey and Friends et je suis fière et j'espère que mon histoire vous inspire et vous donnera courage. Alors merci, merci, c'est tout ce que je voulais dire, c'est tout. Alors, je suis tellement fière de vous. Alors, c'est merveilleux. Incredible. And thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous, cette histoire, parce que je sais que vous avez dû passer par des moments très difficiles. Et maintenant, je vois cette résilience et tellement d'excitement pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire. Alors, sur ce, je vous remercie. Je te remercie. Et donc, ça sera formidable pour la séance de questions et réponses. Abby, je vous souhaite la bienvenue et Nadia. Alors, je vois tous les commentaires dans le chat là. Alors, je vous ai dit que ça serait inspirant, n'est-ce pas? Eh bien, regarde, ça c'est le moment maintenant de partager et de parler. J'aimerais remercier Abby, Sophie, Dr. Luca. Ce temps ensemble, tout ça, c'est important pour pouvoir absorber l'information et de poser des questions dans un climat calme et tranquille. Et on est tous là ensemble. Alors, sur ce, on va commencer avec les questions. On a plusieurs questions et si vous en avez plus, on vous demande de les mettre dans la boîte de clavardage.
et on va essayer d'y répondre à autant que possible et nous allons aussi vous fournir un suivi après. Première question, parler de question là où les choses empirent. Alors, je vais juste essayer de trouver la question. Alors, la question, quand il s'agit de ce que nous appelons quand les choses empirent, quand on entend flare ou augmentation, on pense à que ça dure combien de temps? S'agit-il de jours, de mois? Eh bien, je vais commencer avec vous-même, Dr. Luca, et ensuite on va passer à Abby. Très bien, merci beaucoup. Alors, quand il y a donc une recrudescence ou une réactivation, représentation ou même une poussée de symptômes quand la maladie était active, bon, il y a plusieurs différents types de poussées. Il y a eu j'ai eu des patients qui, dans un contexte de maladie virale ou de stress, leur maladie pourrait donc réapparaître. Et ensuite, les choses se règlent. Mais il peut certainement avoir plus d'épisodes prolongés, d'activités prolongées, et ça serait donc une poussée soutenue qui va donc nous mener à changer le plan de traitement. Ça peut avoir lieu avec médicaments ou même sans médicaments. Très bien. Abby, et dans votre expérience et avec Rosalie, avez-vous vécu des poussées? Oui. Là, on vient de terminer ce qu'on appelle une poussée. Il y avait un moment où il y avait donc moins d'inflammation dans la main de Rosalie, mais on a vu que petit à petit, les choses commençaient de nouveau. Alors, j'ai contacté le rhumatologue et elle se plaignait d'articulations qui faisaient mal. Elle disait, par exemple, j'ai mal à la main ou au bras, ou je l'ai observé en faisant ceci, là, sur son lit. Alors, moi, j'ai une note dans mon téléphone pour écrire les dates et les heures et les symptômes enregistrés. Parce que on va vous demander ces informations de la part de l'équipe rhumatologue. Par exemple, on peut dire, bon, elle avait des douleurs au genou ce jour-ci, après avoir fait ceci. Alors, c'est facile d'écrire tout cela parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, créez une note dans votre téléphone. C'est beaucoup plus facile. Et Sophie, quelles sont vos expériences avec les poussées? Bon, écoutez, avec la dermatomyosite, il n'y a pas beaucoup de poussées. C'est pas aussi commun que les autres maladies rhumatoïdes. Moi, je n'ai jamais vécu une poussée, mais c'est certainement une chose que j'examine souvent. Je parle avec mes parents si je ressens quoi que ce soit ou je surveille les symptômes possibles. Très bien. Il y avait aussi des questions sur, bon, comment répondre quand les gens disent, mais ils vont pas tout simplement passer à travers? Ou est-ce une situation sérieuse? Dr. Luca, voulez-vous répondre? Il y a longtemps, il y avait cette théorie que l'arthrite idiopathique et juvénile était une chose qu'on pouvait tout simplement passer à travers avec le temps. Et nous avons appris beaucoup plus sur la maladie. Je dirais que pour la plupart des cas, c'est peu probable que cela pourrait être la situation. Alors, il se peut qu'il y ait une présentation initiale vis-à-vis des articulations, mais on ne dit jamais que vous êtes guéri ou c'est tout fini. Alors maintenant, je crois que les gens ne pensent pas comme ça.
Et pour ce qui est de l'explication aux autres, bon, je sais que ça, c'est tout un défi. Il y a des gens qui disent c'est comme si c'est une condition invisible au devant le public, les amis, les enseignants. Peut-être des gens ne peuvent même pas observer des, des actions anormales. Alors, il faut dire aux gens, bon, il faut être ferme, mais voilà ce que c'est l'enflure. Bien que peut-être vous ne voyez pas les symptômes. Et on peut toujours fournir de la documentation pour montrer tout cela aux gens. Certainement, il y aura des jours où les enfants ne se sentent pas bien et ne peuvent pas participer entièrement à des activités et il faudrait les accommoder. Alors, vous avez eu cette expérience d'être dans les soins intensifs, Sophie, et vous étiez dans une chaise roulante. Et après, quand les symptômes étaient en contrôle, comment as-tu décidé de partager tout cela avec vos amis et, et tes enseignants? En fait, c'était difficile pour moi de partager cela. Il n'y a pas une bonne compréhension de tout cela, étant donné que ces maladies sont beaucoup plus rares. Je partageais ces informations avec les gens avec qui j'avais beaucoup de confiance, la famille et mes amis. Ma participation avec Cassie et Friends, c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. J'ai vu d'autres gens qui ont vécu la même chose et ça a été ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé dans ma guérison. Merci. Ah oui, je sais que tu as parlé du fait que vous avez utilisé les lettres dans nos ressources. Alors, les gens n'ont pas bien compris. La plupart des gens ne comprenaient pas comment l'ampleur de cette maladie. Notre équipe d'éducation a été prête à travailler avec nous et je leur donne assez de temps, certainement. Même pour cette année scolaire qui s'en vient. Bon, j'ai envoyé des courriels la semaine avant même le début de l'école, même avant la rencontre initiale qu'on a eue. Comme ça, les enseignants ont un peu de temps à mijoter. On envoie ce courriel au bureau du directeur, de l'enseignant, on explique les changements. Comme ça, si jamais il y a un remplacement, tout le monde est au courant de ce qui est exigé. Très bien, merci. Alors, prochaine question là. Vous en avez parlé, Dr. Luca. Il s'agissait de la question de ATM, articulation temporomandibulaire, comme articulation touchée par cette maladie. Alors, en général, en fait, il y en avait quelques questions sur l'ATM. Alors, est-ce qu'un parent devrait se diriger vers l'équipe médicale ou est-ce qu'on devrait parler tout d'abord avec le dentiste? Bonne question. Alors, l'articulation temporomandibulaire peut être touchée à cause de l'AIG. C'est beaucoup plus commun comparé à d'autres arthrites chez les adultes. Alors, on est toujours à l'affût et on examine toujours et on demande ces questions qui portent sur leur bouche. Alors, la réponse, ça serait de commencer avec l'équipe pédiatrique. Nous allons faire l'évaluation, on pose beaucoup de questions, on examine la mâchoire et on va voir s'il pourrait y avoir une chance d'arthrite dans la mâchoire. Et ensuite, on va recommander donc des rayons X. Et c'est parce que on sait que on peut facilement donc repérer l'arthrite dans la mâchoire avec une IRM. Les chirurgiens dentaires et les dentistes sont des collègues avec lesquels on travaille et ces gens vont pouvoir repérer si jamais il y a une maladie de ce genre. Ça peut être l'arthrite ou d'autres conditions aussi. Alors souvent, on suggère ou on vous réfère à
on vous envoie vers un autre spécialiste parce que c'est certainement utile si jamais on veut donc avoir une attelle ou on veut subir des chirurgies à l'avenir. Alors, écoutez, c'est une approche multidisciplinaire nécessaire, mais quand il s'agit de cette question, s'agit-il de l'arthrite, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous dire qu'en fait, nous avons tout un webinaire qui porte sur l'articulation temporomandibulaire. Alors, s'il n'y a pas de fluide dans les oreilles, s'il n'y a pas de couleur rouge, bon, si jamais on a des douleurs aux oreilles, est-ce que ça pourrait être un signe? Certainement, oui, des douleurs chez la mâchoire peuvent être dirigées vers les oreilles. Alors oui, ça pourrait être une chose qu'on devrait mentionner, comme ça le rhumatologue pourrait examiner. Alors, parlons un petit peu de activité physique. Il y a ça des questions là-dessus. On en a parlé un petit peu dans la présentation et on a dit que c'était très important. En fait, je sais qu'il y a une étude importante canadienne qui porte sur l'activité physique chez les enfants avec les maladies rhumatoïdes. Est-ce qu'il y a des limitations qu'on devrait imposer sur les enfants pour les activités parascolaires quand on est en mode active avec la maladie? Certainement, je vais commencer. Nous encourageons l'activité physique, ça c'est sûr. Et même si on en souffre de l'arthrite active, il y a beaucoup de preuves qui nous montrent que l'inflammation, l'activité physique ne empire pas l'arthrite. Et donc, c'est une bonne chose. Il y a certainement quelques exceptions sur l'instabilité, par exemple, dans l'articulation des coudes ou du dos. Et certainement, vous allez recevoir des instructions spécifiques là-dessus. Mais globalement, nous encourageons l'activité physique, oui. Et en fait, c'est une bonne chose pour les enfants d'être actifs. On ne recommande pas qu'on pousse l'enfant jusqu'à un certain un point où il y a beaucoup de douleur. Alors, il faut que l'enfant établisse leurs propres limites. Très bien, merci. Abby, au niveau élémentaire, comment avez-vous travaillé avec les enseignants pour ce qui est des activités physiques? Des fois, on fait des activités qui ne sont pas forcément donc très difficiles, mais comment soutenons les enfants à continuer à être actifs? Alors, pour Rosalie, on voit ce qui est disponible. On sait quand on est assis pendant longtemps, c'est inconfortant. On a de l'information là aussi dans le gabarit de la lettre. Et ça, c'était une discussion ouverte que nous avions eue pour elle. Et maintenant, elle a une chaise, elle est assise en arrière du groupe. Et dans la salle de classe, elle a aussi un bureau là où elle peut travailler debout. Pour elle, ce qu'on fait aussi, si elle est inconfortable, on l'encourage à en parler. Mais on ne peut pas donc utiliser l'arthrite pour ne pas faire des choses comme sortir les poubelles. Alors, en tout cas, il faut trouver cet équilibre. Alors, on l'encourage à prendre la parole elle-même et de dire bon, qu'elle ne peut pas faire ceci ou cela. Elle ne pouvait même pas pousser un scooter à un moment. Alors, on essaie de trouver des activités qu'elle peut faire. Elle a joué du foot l'année passée dans cette ligue des enfants et elle prenait plus de pauses que les autres, c'est tout. Et ça allait. Et ce qu'elle faisait, puis elle a recommencé. Alors, il faut encourager parce que des fois, les enfants ne veulent pas continuer et sont un petit peu réticents à continuer. Des fois, c'est seulement un jour où c'est pire et l'enfant ne veut pas participer à une activité. Écoutez, on ne va pas se mettre à l'envers sur les mains, mais il faut certainement aussi savoir où se trouvent les douleurs, parce que ça aide. C'est ça. Alors, il faudrait donc qu'elle comprenne, qu'elle reconnaisse sa propre douleur.
pour qu'elle puisse prendre contrôle de ces douleurs à cet âge. C'est ça. Alors, Sophie, j'ai vu qu'on a des enfants, des ados qui ont été diagnostiqués récemment et certainement l'éducation physique fait partie de nos classes scolaires. Et des fois, ça peut compter même pour notre diplomation. Alors, as-tu des astuces pour comment naviguer les cours d'éducation physique ou les activités physiques? Alors, pour moi, ça a été toujours utile quand ma mère a contacté les coachs avant la saison ou même les enseignants avant l'année scolaire pour leur dire, comme Abby a dit, quelles sont mes limitations. Avec le temps, quand je suis rentrée dans ma 10e année, j'étais beaucoup plus indépendante et c'est là où j'ai appris comment défendre mes droits moi-même. Cela vient avec l'expérience et le temps. C'est pas une chose qui est facile. Les ados ne devraient pas devoir apprendre tout ça à cet âge-ci. Mais écoutez, avec le temps, j'ai pu apprendre comment me défendre et de m'exprimer et de dire quand une chose est trop difficile pour moi. Et mes compétences de défense de droit m'ont beaucoup aidé, surtout quand j'ai dû contacter mes coachs et les enseignants avant. Alors, nous avons beaucoup de questions sur les injections et les médicaments. Ça, c'est une des zones les plus importantes de questions. Alors, nous allons y arriver bientôt, mais nous allons passer dans une section difficile. Docteur Lucas. Alors, combien de temps est-ce que des enfants doivent prendre des médicaments? Oui, c'est une question que nous recevons souvent. L'approche globale ici, c'est qu'il faut trouver des traitements ou une combinaison de traitements qui fonctionnent pour que les patients puissent arriver à cet état d'inactivité. Une fois arrivés à ce point-ci, c'est là quand on commence l'horloge et on dit, eh bien, vous allez continuer sur ces médicaments pour une période de temps. Comme ça, on a une période soutenue où les choses sont en contrôle. Le montant de temps exact n'est pas une chose qui est connue. Nous faisons partie de plusieurs études qui examinent ce montant de temps optimal pour que les patients puissent rester en rémission. En général, notre règle générale, c'est à peu près 18 mois à 2 ans. Ça, c'est le délai. Mais ça, c'est le cas de l'AIJ, l'arthrite idiopathique juvénile, parce que les choses sont certainement différentes quand il y a d'autres diagnostics qui sont présents. Alors voilà le délai habituel. Et c'est à ce point qu'on évalue si la personne veut réduire les médicaments. On n'arrête pas les médicaments comme ça tout d'un coup. Non, il faut les réduire graduellement. Oui, il y avait une autre question. Bon, il s'agit de pousser et ensuite il s'agit de réduction graduelle. Alors, est-ce que vous voulez vous expliquer ce que ça veut dire sevrage ou réduction graduelle? Alors oui, ça veut dire, bon, c'est de ce processus de s'éloigner ou d'arrêter graduellement. Alors, il s'agit de ce sevrage de réduction de dose sur le temps et la réduction de fréquence de médicaments avec le temps. Au lieu de le recevoir, par exemple, toutes les semaines, on reçoit les médicaments à toutes les 2 semaines. C'est ce que ça veut dire, sevrage ou réduction graduelle. Parfait, on va rester là sur ces questions. Il y avait une question sur les complications connues de traitement à cause des médicaments. Étant donné qu'il y a plein de médicaments qui sont utilisés, plein de diagnostics, bon, ça, c'est une question qui est une question pour cas par cas. Mais une question suivie, est-ce qu'il y a des données à long terme sur les biologiques ou la sécurité des médicaments pour les jeunes? Très bonne question. Il y a des médicaments qui sont là depuis longtemps, les ARMM. Les biologiques sont disponibles là bon, récemment, mais nous avons pas mal de données qui datent depuis longtemps.
Pour ce qui est des ARMM, il y a eu des études qui ont examiné l'utilisation à long terme pour les enfants. Et c'est pas mal sûr, mais il faut toujours parler de la toxicité des reins. Et nous devons donc, pardon, du foie. Et il faut donc examiner le foie avec le temps. Auparavant, on faisait des biopsies chez les enfants, mais en fait, nous n'avons rien trouvé. On n'a pas trouvé de problème. Alors oui, nous voulons donc évaluer et surveiller ces genres de problèmes si jamais on a des problèmes dans le foie. Mais globalement, ça semble être pas mal sécuritaire de ce point-là. D'un point de vue de biologique, nous avons des données à long terme sur les anti-TMF. C'est ce qui a été présenté au début pour les enfants. Et à ce point-ci, il n'y a pas vraiment de signal de sécurité qui s'appliquerait aux utilisateurs. Il y a des rapports de certaines petites choses qui pourraient avoir lieu. La grande question, quand ça a été présenté, c'est une question sur est-ce que ça peut causer risque de cancer? Et je ne sais pas si c'est cette question qu'on voulait poser. Depuis ce temps-là, il y avait beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus. Alors, on a examiné les patients l'AIG, les patients de maladies rhumatoïdes, et nous avons trouvé que ayant une inflammation incontrôlée est un facteur de risque de développer un cancer à long terme. Et c'est plus un risque. En fait, c'est moins de facteurs quand on est en traitement biologique. Alors oui, c'est globalement quelque chose qui protège et c'est quelque chose de sécuritaire. Parmi tous les traitements, bon, le traitement qui a évolué, celui pour lequel on se préoccupe le plus, c'est Prednisone, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Nous travaillons pour aider à réduire les doses de Prednisone pour les patients ou même de l'éliminer complètement. Abby, I'm gonna go over to Oui, you. Abby, je me tourne vers vous maintenant. Alors, quand vous avez commencé à cette discussion sur les médicaments, des injections avec votre équipe rhumatologue, bon, pouvez-vous décrire un petit peu ce processus? Bon, quels étaient les soutiens pour les injections? Vers qui est-ce que vous vous êtes tourné? Vers l'équipe médicale ou vers d'autres personnes? Alors, au début, c'était à ce premier rendez-vous, l'infirmière rhumatologue est venue nous voir parce que nous avons une infirmière rhumatologue qui travaille avec le médecin et elle m'a montré comment faire les injections en utilisant donc un tissu. Elle m'a montré tous les objets, comment opérer tout ça, une seringue, comment donc pincer la peau, où se trouvent les sites d'injection. Ils avaient même un diagramme d'un corps avec les points marqués. Comme ça, si jamais on devait changer de site d'injection parce qu'il y avait une sensibilité, par exemple, Rosalie, elle n'aime pas les injections dans le bras. Elle préfère ça dans la jambe. Et elle ne les aime surtout pas dans le ventre. Après cela, donc, on a visionné des vidéos sur Cassie and Friends. On s'est tourné vers YouTube, vers le groupe de Facebook. Et différentes injections diffèrent pour l'enfant. Il y a methotrexate, par exemple, qu'on lui donne et on lui donne cela toutes les semaines et en général, ça va. Ça, on fait ça avec des respirations profondes. Elle avait aussi d'autres médications qu'on devait injecter et cela fonctionnait très bien. Juste parce que la façon dont elle se sentait quand le médicament était administré. Alors pour cela, il fallait donc aider un petit peu plus. J'ai aussi contacté des parents dans le groupe de Facebook sur les médicaments. Par exemple, je leur ai demandé qui d'autre donne cela à leur enfant. Comment est-ce qu'on rend cela tolérable pour l'enfant?
et je leur ai demandé de me donner des conseils. Et pour la première fois, bon, les gens vont être nerveux. Certainement, vous allez faire une mauvaise chose. Mais on m'a dit que, écoutez, on ne peut pas donc avoir tort quand on fait l'injection, sauf si les médicaments ne entrent pas dans le corps. Est-ce que votre maman a fait tes injections ou toi-même tu les as fait? Moi, j'ai choisi de les faire tout près des cliniques. C'était une préférence. Bon, j'ai bien aimé les crèmes qui m'ont aidé à réduire mes douleurs. Bon, j'avais peur avant avec les aiguilles et des aiguilles, mais les choses mais ça va maintenant. Alors, les crèmes d'engourdissement m'ont beaucoup aidé. Moi, j'avais même mon Buzzy Bee moi-même à l'âge de 15 ans. Alors, il ne faut pas avoir honte. Oui, ça m'avait beaucoup aidé. It's directly to the next question, but just suggestions about easing nerves around starting medications. Maintenant, pour ce qui est de comment apaiser la tension avant l'injection ou avant la prise de médicaments, qu'est-ce qui vous a aidé, Sophie? Lorsque j'ai commencé les médicaments, j'en savais pas beaucoup, mes parents non plus. J'ai eu le plus d'informations en assistant au webinaire de Cassie et Friends, en allant sur le site web, en parlant à d'autres familles, à d'autres enfants. J'écoutais ce que les autres avaient expérimenté, mais j'avais des effets secondaires des médicaments. Alors, j'essayais d'en apprendre plus avant ce qu'il en était des effets secondaires liés aux médicaments. Ça, c'est bien d'en apprendre avant la prise de médicaments. Il y a diverses stratégies qui existent. Mes amis en ont parlé de ces stratégies-là. Alors, c'est bien de parler à d'autres personnes de la communauté. Et vous, docteur Lucas, qu'est-ce qui aide? Vous, vous, vous aidez. Écoutez, je peux dire que les infirmières sont extraordinaires lorsqu'elles aident les familles et elles ont les connaissances, elles s'occupent de la formation, elles communiquent avec toutes les stratégies, elles communiquent au sujet de toutes les stratégies dont on a parlé et nous avons aussi d'autres spécialistes qui peuvent donner des stratégies au sujet de comment composer avec les piqûres. Et nous avons un bon appui pour ce qui est des injections sur notre webinaire. Il y a aussi des démonstrations, il y a des feuilles de travail. Alors, vous trouvez tout ça à Casey and Friends. Alors, il y a des ressources qui existent pour les familles. Il y a les étapes à suivre. Alors, par exemple, les frères, les sœurs peuvent aider aussi, juste pour atténuer l'anxiété. Nous avions une question qui touchait le méthotrexate. Donc, il y a une fille qui va commencer le méthotrexate. Alors, les marqueurs sont donc normaux. Alors, est-ce qu'il faut faire des tests sanguins à ce moment-là? Et si le test sanguin est normal, à ce moment-là, quel est l'intérêt de prendre le méthotrexate? Bon, bonne question. C'est assez courant que les marqueurs d'inflammation sont normaux et il n'y a pas vraiment de corrélation entre ce fait-là et la manifestation de l'inflammation. S'il y a des preuves cliniques en fonction de l'examen physique ou d'autres tests d'imagerie médicale, donc tout cela est une indication
qui touchent le méthotrexate. Donc, on voit aussi quel est le résultat des tests. J'essaie de voir s'il y a une autre question qui touche le méthotrexate, tant qu'on y est. Alors, une autre question peut-être sur les médicaments immunodépresseurs. Alors, quelles précautions doit-on prendre quand on est parent? Yes, for sure. So, we give general guidelines Docteur around Lucas dit, nous donnons des directives sur ce qu'on devrait faire, bien se laver les mains, de ne pas fréquenter des personnes malades, etc. Par exemple, s'il y a des symptômes d'infection ou de fièvre, on dit à la famille de faire les tests de façon précocement, juste pour voir si on a besoin d'un traitement ou non. Alors, il faut être vigilant. Il faut tout vérifier avant plutôt que de laisser ça de côté. Bon nombre de patients se portent bien pour ce qui est des médicaments immunodépresseurs. La COVID a été un test pour nous parce que tout le monde s'inquiétait au cours de la pandémie. Tout le monde s'inquiétait des infections possibles, etc. Mais tout s'est bien passé. Ça, c'était un bon signe. Oui, c'est parfois difficile et ça fait peur de commencer la prise de médicaments. Et donc, c'est important de pouvoir prendre contact avec d'autres personnes qui ont traversé la même expérience. Alors, Sophie et Abby, est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez voyagé et vous deviez prendre des médicaments, que ce soit à l'international ou non? En tout cas, pas encore? OK, mais il y avait une question touchant les voyages. Et puis, si vous avez une question, vous pouvez toujours aller au groupe Facebook ou vous pouvez nous envoyer un courriel à Casey and Friends. Pour ce qui est des voyages, nous avons une ambassadrice, une de nos jeunes ambassadrices qui est dans un programme d'échange d'étudiantes en Thaïlande. Elle se trouve à l'heure actuelle, donc on pourra voir ce qu'elle en pense. Maintenant, l'uvéite. Nous avons une question pour vous, Dr. Luca. Est-ce que ça crée donc de l'inconfort et aussi des lésions permanentes, l'uvéite? Je vais parler d'abord des lésions permanentes. S'il y a une uvéite chronique, il pourrait y avoir des complications, peut-être aussi des lésions oculaires. C'est pour ça que nous traitons l'uvéite de façon très agressive. Alors, je réponds oui. Maintenant, pour ce qui est de l'inconfort, je ne sais pas si je peux vraiment y répondre, mais il y a des formes d'uvéite qui provoquent beaucoup de douleur. Alors, certains des patients ont des symptômes de douleur oculaire, de sensibilité à la lumière, etc. Donc, tout cela est possible, mais cela dépend de la partie de l'œil atteinte. Alors, nous avons aussi un webinaire sur l'uvéite qui approfondit cette question-là. Alors, vous pouvez aller voir ce qu'il en est dans notre centre de ressources. Bon, Abby va peut-être répondre à la prochaine question. Donc, en plus des médicaments, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? Par exemple, le sauna, les coussins chauffants, les attelles, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus des médicaments?
Alors, quand elle avait de la douleur, elle prenait un bain bien chaud et ça aide. Ou l'été, elle allait dans la piscine juste pour enlever un petit peu la tension et la douleur. Alors, les coussins chauffants, ça c'est bien. Les sacs de glace aussi, c'est bien. Alors, c'est bien d'emmener ça au lit, par exemple, d'emmener les coussins chauffants aussi avec vous au lit, par exemple. Alors, c'est peut-être pas le mieux d'utiliser certains trucs qui ne font qu'accentuer la douleur. Alors, c'est bien aussi de changer de position. Par exemple, si vous avez les mains qui sont atteintes, c'est difficile parfois d'avoir un crayon toute la journée au doigt. Alors, c'est bien de changer de crayon, de type de crayon, et aussi c'est bien de se lever, de bouger, de ne pas rester assise trop longtemps, ça c'est bien. Et puis aussi, il ne faut pas frotter trop fort les muscles. Alors, par exemple, si elle sort et qu'elle va bouger, elle se plaint aussi que ses jambes font mal. En tout cas, on essaie toutes sortes de trucs. Est-ce que vous avez des trucs contre la douleur? Vous voulez partager avec nous, Sophie? Ben, dans mon cas, j'aime pas avoir de la douleur au quotidien. Je suis aux rémissions maintenant, j'ai donc pas de la douleur tous les jours. Mais avant ma rémission, c'était très difficile de demander de l'aide et de ne pas aller au-delà de mes limites. Alors, il faut être attentif à tout ça. Bon, j'avais même un petit carnet de notes où je notais tout. Alors, il faut écouter son corps, il ne faut pas pousser au bout, n'est-ce pas? Il ne faut pas exagérer. Alors, la docteure Luca, est-ce que les patientes qui ont l'arthrite juvénile sont plus portées à avoir d'autres maladies, le cancer, le psoriasis, la maladie cœliaque? Oui, bonne question. Il y a une association entre l'arthrite juvénile idiomatique et la maladie cœliaque. Cela se produit plus souvent qu'on le pense en fonction de la population générale. Donc, l'incidence est plus grande d'avoir la maladie cœliaque lorsqu'on a la JI et l'inverse aussi. Pour ce qui est du psoriasis, c'est vrai qu'il y a une forme de psoriasis qui existe et qui est associée de la JI. Et également, il y a chez les adultes une arthrite psoriasique. Alors, j'essaie de voir ce qui se passe aux articulations. Et puis, s'il y a un souci à ce sujet-là, il faut consulter une spécialiste ou un spécialiste. Pour ce qui est du cancer, maintenant, je pense que j'ai déjà abordé la question lorsqu'on parle de sécurité. Alors, tout ce qui cause une inflammation chronique, que ce soit une maladie rhumatismale ou autre état inflammatoire, lorsque vous avez beaucoup de stimulation inflammatoire sur une longue période, cela peut entraîner un risque plus grand de cancer parce que certaines cellules ne fonctionnent pas aussi bien. Et donc, il y a peut-être une légère augmentation du risque. Mais si on prend en charge la maladie, si on fait en sorte que l'inflammation est réduite, le risque est également réduit.
Maintenant, on va bientôt conclure. Il y a encore quelques questions pour ce qui est de la maîtrise de la douleur, les massages, etc. Je vais simplement vous dire que si vous avez accès à un physiothérapeute ou un ergothérapeute, ce sont des ressources extraordinaires. Allez voir euh, aussi ces spécialistes pour réduire la douleur. Vous pouvez aussi aller voir votre infirmière spécialisée dans le domaine de la rhumatologie pédiatrique. Alors, il y a toutes sortes de dispositifs qu'on peut utiliser pour atténuer la douleur. Et ces dispositifs sont très bons, vous savez, et j'ai constaté ça chez les enfants. Nous avions une question aussi d'une enfant qui a 13 ans et qui a eu le diagnostic de lupus et aussi d'un autre syndrome. Alors, c'est comment faire la défense de ses intérêts. Par exemple, elle disait qu'elle était à l'hôpital, mais elle n'arrivait pas à peigner ses cheveux et ses cheveux étaient tellement emmêlés qu'elle a dû les faire couper. Alors ça, c'est une question pour une enfant ou pour une adolescente. Et Sophie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment est-ce qu'on peut défendre ses propres intérêts? Comment est-ce qu'on peut prendre la parole? C'est une bonne question. Et je sais beaucoup d'adolescents ont des problèmes lorsque ces enfants-là ont l'AGI. Vous savez, c'est une expérience unique. Et puis, c'est difficile de se confier à d'autres enfants. On a l'impression que personne ne comprend. Et je sentais tout ça. Mais si vous participez à une communauté comme Casey and Friends, si vous pouvez communiquer avec des enfants comme vous qui ont eu un diagnostic analogue, de pouvoir discuter avec d'autres enfants qui ont une maladie analogue, c'est quelque chose de différent. Alors pour moi, la question de défense des intérêts, c'est de comprendre ce qui se passe chez vous et de savoir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont la même expérience. Et s'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'il en est, ça n'a rien à voir avec vous. Et puis, vous savez, en tant qu'enfant, nous ne sommes pas nécessairement uniques, mais vous êtes extraordinaires. Peu importe qui vous êtes extraordinaire, je peux vous l'assurer. Maintenant, les dernières questions. Je voulais juste vous dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions ce soir. On a parlé d'assurance médicaments pour les médicaments biologiques. Alors, on fait beaucoup de recherches là-dessus. On va faire un suivi au sujet de la couverture pour les médicaments biologiques et d'autres questions maintenant. C'est surtout la santé mentale, c'est-à-dire l'incidence de la maladie sur le mental. Alors, il y a des personnes qui parlent de l'anxiété qui augmente en raison du diagnostic. Alors, est-ce que vous voyez ça souvent dans votre pratique, docteur Lucas? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, nous sommes au courant de ça. Alors, une de mes collègues étudie ça. D'ailleurs, elle essaie de voir ce qu'elle peut faire pour dépister le risque à la santé mentale dû au diagnostic. Écoutez, nous, on voit les patients très souvent, plus souvent que les autres médecins. Alors, nous pouvons déterminer ce qu'il en est assez rapidement et on peut en parler avec les patients. Nous sommes tout à fait au courant de cette situation-là. Et aussi,
les symptômes de santé mentale qui ne sont pas réglés ont un effet aussi sur le côté physique. Et parce que c'est difficile lorsqu'on prend des médicaments, tout cela exige beaucoup de travail. Donc, on essaie de voir ce qu'il en est. Il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la santé mentale et l'AJ. Alors, merci beaucoup. Pour conclure, on va faire donc un tour de table, si on veut. Alors, Abby, si vous revenez au premier jour où vous avez reçu le diagnostic, qu'est-ce que vous aurez voulu savoir au premier jour? J'aurais voulu savoir que si la maladie progresse ou change, là, ne veut pas dire que votre enfant va se retrouver nécessairement dans un fauteuil roulant. Lorsque vous pensez à l'arthrite juvénile, vous pensez au pire, vous pensez à quelqu'un qui ne peut plus bouger, et surtout dans le cas d'un enfant qui était très actif, vous vous inquiétez, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que les choses peuvent progresser rapidement dans certains cas, mais il faut prendre un jour à la fois. Et puis, il faut comprendre que, par exemple, l'enfant a besoin de pause et tout est différent. Tout devient un peu différent. Automatiquement, ça ne veut pas dire que votre enfant va se retrouver en fauteuil roulant la semaine prochaine. Non, ça veut dire simplement qu'il y aura des changements et il va falloir s'adapter. C'est tout. Très bien. Et Sophie, maintenant, qu'est-ce que vous diriez en 2017 lorsque vous avez appris que vous aviez l'AGI? Je peux dire qu'il y a toute une communauté qui existe et qui sait ce qu'il en est. Je sais que ça peut faire peur aux patients, aux parents aussi lorsqu'on a ce premier diagnostic. Mais il y a des personnes qu'on peut contacter. On peut aussi entrer en contact avec des personnes qui ont des expériences analogues. Et même si vous avez l'impression que rien ne va s'améliorer, je peux vous assurer que ça va s'améliorer. Merci, Sophie. Et Dr. Luca, à vous maintenant. Alors, si vous revenez, vous êtes en train de faire de la recherche en rhumatologie pédiatrique à l'hôpital pour enfants malades. Qu'est-ce qui a changé? Ah, beaucoup a changé, je peux vous le dire. Il y a eu tellement de progrès en ce qui touche les soins. Il y a toutes sortes de possibilités, de nouveaux traitements qui existent. Alors, tout cela est assez optimiste et je suis contente de voir tous ces progrès. Et chaque jour, j'en apprends tellement des patients, des familles. Et il n'y a jamais un moment où je m'ennuie dans mon travail. Je suis très reconnaissante de faire partie de l'équipe et de faire partie des soins que je peux offrir. Vous êtes tous et toutes extraordinaires. Alors, si on n'a pas répondu à votre question, on va faire le suivi. On a un comité d'experts extraordinaires et AB Friends. On pourra répondre à vos questions. Restez à l'écoute. Merci de vous être joints à nous et merci d'aider toutes les familles. Et nous avons une communauté qui est forte. Et puis, nous avons des gens pour vous soutenir pendant ces 12 premiers mois suivant le diagnostic. Alors, s'il vous plaît, gardez le contact. Si vous avez des questions, alors vérifiez le site web aussi. Nous avons beaucoup de nouvelles dans les médias sociaux, dans les courriels, etc.
Alors, c'est le mois de la sensibilisation de l'arthrite juvénile idiomatique. Les familles ont un rôle important à jouer. Il y a des familles qui ont eu le diagnostic en 2007, 2017 aussi. Cassie et Friends existent depuis ce moment-là. Maintenant, nous sommes présents partout au Canada. Nous sommes là pour vous donner de l'information et pour vous aider au cours de ce parcours d'AGI. Alors, nous avons ce mois de sensibilisation de l'AGI. Nous essayons de faire une levée de fonds pour les séries éducatives et aussi nous avons des programmes pour aider les enfants et les adolescents qui veulent établir des liens avec des jeunes adultes qui ont des maladies rhumatismales. Et nous avons aussi une nouvelle initiative pour avoir des fonds sur l'aspect de santé mentale pour que, et aussi que les enfants puissent jouer, s'amuser et avoir tous les outils voulus pour essayer de passer au travers des hauts et des bas qui sont liés à la maladie. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. Alors, s'il vous plaît, voyez ce qu'il en est du sondage au webinaire. Nous aimons vos commentaires parce que nous voulons améliorer ce que nous faisons. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir tout le monde.